Europe 1. Le journal de 7 heures présenté par Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Un bâtisseur, un artisan de notre Europe, un grand Français et un homme d'État, ce sont quelques-uns des hommages venus des quatre coins de l'Europe après l'annonce du décès de Jacques Delors à l'âge de 98 ans hier, à la tête de la Commission européenne pendant une décennie, personnage central de l'histoire du socialisme en France, et puis celui qui aurait pu être président, Alexandre Chauveau, car Delors, c'est aussi ce coup de tonnerre en 1994 quand il renonce à se porter candidat alors qu'il est donné favori. Oui, pourtant tout semblait concourir à sa candidature. Poussé par François Mitterrand, Jacques Delors a un boulevard à gauche. Michel Rocard traîne comme un boulet son score aux européennes de 94 et Laurent Fabius apparaît disqualifié par l'affaire du sang contaminé. Mais malgré des sondages flatteurs et après avoir longtemps entretenu le suspense, il renonce sur le plateau d'Anne Sinclair face à 13 millions de téléspectateurs. Après avoir longuement réfléchi et consulté, je suis arrivé à la conclusion que l'absence d'une majorité pour soutenir une telle politique, quelles que soient les mesures prises après l'élection, ne me permettait pas de mettre mes solutions en œuvre. Les déceptions de demain seraient pires que les regrets d'aujourd'hui. À gauche, l'annonce fait l'effet d'une douche froide, mais Jacques Delors ne s'est jamais vraiment rêvé président. Il est sceptique sur sa capacité à mobiliser le PS derrière lui et fait face aux réserves de son épouse. Parfois, je regrette de ne pas avoir osé. J'ai peut-être eu tort, avoue-t-il timidement des années plus tard. En 95, c'est finalement Lionel Jospin qui portera le flambeau socialiste, mais la présidentielle se jouera à droite entre Édouard Balladur et le futur vainqueur Jacques Chirac. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Et dans 10 minutes, nous écouterons le témoignage de Jacques Attali sur Europe 1. Jacques Attali qui dit de Jacques Delors, il ne voulait pas être élu, il voulait être nommé. Dans l'actualité également, il a été entendu par les enquêteurs pour la première fois hier. Le père de famille, suspecté du meurtre de sa femme et de ses 4 enfants, a pu être interrogé. Jusque-là, son état de santé et notamment ses blessures à la main ne le permettaient pas. Un simple vice de forme et les 25 demandeurs d'asile indiens sont désormais libres. Eux qui étaient restés bloqués, souvenez-vous, à l'aéroport de Vatry dans la Marne pendant plusieurs jours, qui voulaient désormais rester en France. La police aux frontières comptait les maintenir en rétention, mais elle n'a pas saisi le juge des libertés et de la détention dans les temps. C'est ce qu'a tranché ce dernier avant de relâcher les migrants. Un couac qui n'est pas rare dans ce genre de dossier, explique Vanessa Edberg, avocate spécialiste du droit des étrangers. Nous autres avocats, on utilise très souvent les vices de procédure, surtout en droit des étrangers, puisque les délais procéduraux prévus sont extrêmement courts, notamment pour faire appel d'une décision de placement. Donc les heures s'écoulent, et puis si le JLD n'est pas saisi dans les délais, eh bien c'est pour nous la possibilité de faire annuler la décision de placement. Les délais sont très courts justement pour éviter que les personnes soient remises en liberté et se dilapident dans la nature, mais d'un autre côté, si les délais n'étaient pas si courts, ça ne nous permettrait pas de les maintenir en centre de rétention et de faire exécuter les OQTF non plus. Vanessa Edberg, avocate spécialiste du droit des étrangers au micro Europe 1 de Maï-Hélène Trémollet. La grippe continue de progresser en France. L'épidémie avait gagné tout le pan est du pays. Elle frappe désormais aussi l'Île-de-France et les Hauts-de-France, indiquent les autorités sanitaires. Les autres départements sont en phase pré-épidémique. Et puis une bonne nouvelle tout de même, la bronchiolite, elle, est en déclin. Un mois sans pêche dans le golfe de Gascogne à partir du 22 janvier. Ça, c'est le plan du gouvernement, mais il y a aussi la fronde des pêcheurs. Ouais, cette décision avait été actée par le Conseil d'État, saisi par des associations de protection de l'environnement au titre de la protection des dauphins. Sauf que les marins ont d'ores et déjà annoncé qu'ils braveront l'interdiction et sortiront en mer. C'est en fait toute une profession qui est sous le choc. Écoutez, José Junot, il est le président du comité régional de pêche maritime et des élevages marins des Pays de la Loire. On ne croyait pas que c'était possible que ça puisse arriver, ce genre de choses, quoi. Après les efforts qu'il y a eu de fait depuis 5 ans par la profession, on nous a fait équiper les bateaux là, pendant tout l'hiver là, sur des moyens de répulsifs, sur un tas de protocoles de suivi. Et par derrière ça, on nous signifie 4 semaines d'arrêt de pêche. C'est proprement inqualifiable. On risque d'avoir des gens qui, individuellement, prennent la décision d'y aller quand même. Et là, c'est chaud, mais on n'a pas le choix parce que il y a une filière qui est en train de s'écrouler. Vous savez, moi, je ne suis qu'un représentant de pêcheurs qui a été que 32 ans à la mer. J'ai jamais vu ce qui se passe actuellement. On trouvait des compromis avec les ONG. On avait des ONG qui réfléchissaient. C'est proprement scandaleux. C'est honteux. Dans les ports, je pense qu'à un moment ou à un autre, les gens s'exprimeront, les marins-pêcheurs, les pratiquants vont s'exprimer. Ça risque de faire du dégât parce que là, franchement, c'est très, 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 très mal perçu.
Les propos recueillis par Raphaël Ben Abdelmoumen pour Europe 1. À l'étranger, cet entretien hier par téléphone entre Emmanuel Macron et Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien à qui le président français a fait part de sa vive préoccupation face au très lourd bilan civil de la guerre à Gaza. Une population en très grand danger, affirme l'Organisation mondiale de la santé. Paris réitère sa demande d'un cessez-le-feu durable. Cette question maintenant, l'Église catholique est-elle menacée de scission? La bénédiction des couples homosexuels agite l'Afrique. Le Vatican la rendait possible il y a 10 jours dans une déclaration officielle, tout comme celle des couples dits en situation irrégulière. Ce texte a depuis suscité une vague de critiques à travers le monde, en particulier du côté des évêques africains. Louis Salé. En République démocratique du Congo, les évêques sont fermes. Nous disons non, écrit en lettres majuscules à toute forme de bénédiction des couples de même sexe. Même son de cloche du côté des évêques camerounais pour qui, je cite, l'homosexualité oppose l'humanité à elle-même et la détruit. Les contestations sont similaires en Zambie, au Nigeria, au Rwanda ou encore au Ghana. Gilles Routier est professeur de théologie à l'Université de Laval au Canada. On est dans des cultures différentes quand même. Et il ne faut pas penser que l'Occident a le monopole du bon sens. Les bénédictions de couples de même sexe ne se présentent pas avec la même urgence en Afrique qu'elle peut se présenter dans certains pays européens. Les évêques réfractaires peuvent encore changer d'avis. Le Vatican a lancé une consultation des représentants de l'Église d'Afrique. Ils doivent se prononcer d'une seule et même voix sur ce sujet d'ici à la mi-janvier. Il y aura sans doute des évêques qui refuseront. Ça, c'est pas nouveau. Mais comme la décision, c'est-à-dire le document romain, est récent, les positions premières ne sont pas les positions définitives. Par ailleurs, cette bénédiction des couples homosexuels n'a pas de caractère obligatoire. C'est donc un travail de clarification qui commence pour le pape François. Les explications de Louis Salé. Europe 1, 7h07. Et puis pour terminer, des bouteilles de vin et des souvenirs. 10 vins, c'est le 4e spectacle de François-Xavier Demison qui revient ce soir au Théâtre de l'Œuvre à Paris. Après une tournée dans toute la France, l'alliance entre la gourmandise et les sketchs pour cet amateur de vin comédien. Écoutez le reportage signé Marie Jiquel. Je bois. Rien de tel qu'un bon petit verre pour se confier sur ses gloires et ses déboires passés. C'est une Madeleine de Proust, certains c'est une chanson, d'autres c'est un parfum. Moi c'est la bouteille de vin. Je me souviens de l'année, de ce que j'ai vécu, des gens avec qui je les ai bu. Ouais, je les ai bien choisis ces bouteilles. Ces bouteilles, elles sont une machine à remonter le temps. À sa table imaginaire, François-Xavier Demison convie son ex-américaine, son coach de boxe ou son père qui trinque à son bac. C'est la première fois que je vais boire du vin. Et mon père, Château du Cru Boucaillou 1986, mon fils qui va rentrer au paradis par la grande porte. Des personnages doux, corsés avec une pointe d'acidité, interprétés par le comédien bon vivant débordant d'énergie. Un hommage à la scène plus qu'à la cuvée. Alors sur l'affiche, on croit que c'est la naissance d'une passion vinicole. En fait, c'est la naissance d'une passion pour le théâtre, pour ce métier, pour la scène. Un spectacle grisant et réussi. Qu'est-ce que vous allez boire ce soir pour célébrer ça? Un petit Mirmanda, un petit Cybèle. Sans mal de tête à la sortie. Le reportage de Marie Jiquel pour Europe 1 à consommer. Rome. Rome, mais oui, mais c'est dans le thème. J'allais dire à consommer avec modération. Oui, ou avec le vin, une bande de potes. Le vin, pas le spectacle de François-Xavier Voilà, de Maison. Vous pouvez y aller pour le spectacle. Merci Victor Fourchet, à tout à l'heure.